Donc pour moi, ça a commencé dans les années 2000 avec la découverte des livres de Carlos Castaneda. À l'époque, j'étais pas spécialement dans une recherche spirituelle. J'étais enceinte et je cherchais un livre à lire pour finir ma grossesse. Et je suis tombée par hasard sur un livre de Castaneda à la FNAC et le titre m'a interpellée, c'était L'herbe du diable et la petite fumée. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. Et bon, je sais pourquoi pas ça. Et puis ça a été une révélation incroyable en fait. Ça parle du chamanisme, une tradition chamanique ancestrale amérindienne, euh, et d'une approche de la vie selon l'angle de la conscience et non plus de la matière, on pourrait dire. Et, et comme je vivais dans un état d'esprit matérialiste, athée, rationnel, c'était l'éducation que j'avais eue, et ça me rendait très malheureuse en fait. J'étais pas du tout heureuse dans ce monde-là qu'on m'avait décrit comme ça. Je me disais qu'il devait y avoir autre chose. Et je me sentais complètement décalée en fait. Donc je pensais que j'avais un problème. Et quand j'ai lu Castaneda, ça a été ah mais c'est pas moi qui ai un problème, c'est les autres. Ça a été un peu cette inversion qui s'est passée pour moi. Et là, j'ai commencé à pratiquer. Bah, donc j'ai lu tous ces livres. Il y a pas mal de propositions de pratiques dedans, de pratiques de contemplation, d'attention, pour essayer de voir l'énergie. Donc il parlait beaucoup de ça, voir l'énergie du monde. Pour moi, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais donc j'essayais, je faisais des exercices et j'ai commencé à faire des rêves lucides, parce qu'il parle aussi de ça beaucoup, Castaneda, l'art de rêver. Et donc ma perception a commencé à voir des choses inhabituelles, et puis j'ai commencé à faire ces rêves lucides, et ça a ouvert des portes incroyables. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux gens, à d'autres auteurs qui parlaient de spiritualité, de conscience. Et comme ça, petit à petit, ben, j'ai découvert Jung d'abord, et puis petit à petit, j'ai découvert Krishnamurti un peu par hasard en faisant des recherches. Et donc en 2001, un après-midi, je lis mon premier livre de Krishnamurti, qui était en fait la retranscription de ses premiers satsangs, juste après son éveil. Donc c'était encore très très frais, très chargé de la saveur de la révélation. Il était un peu exalté. Après, il est devenu beaucoup plus sobre dans sa façon de s'exprimer en fait. Et quand je lisais ce livre, ça me faisait des montées vibratoires. Alors, je ne le nommais pas comme ça à l'époque, hein, je n'avais pas du tout ces références. Mais il se passait des choses, des trucs super forts dans mon corps, comme si je me disais, mais je connais, je sais de quoi il parle, mais c'est quoi ce truc? J'arrive pas à le toucher, mais ça me parle, ça me parle. Et puis à la fin de la journée, je l'ai lu d'une traite, tellement j'étais embarquée dedans. À la fin de la journée, le soir, j'ai fait un peu le vide mental, parce que j'avais lu sur certains sites que pour s'éveiller à l'énergie du monde, à la conscience, il ne fallait pas qu'il y ait de pensée, il fallait que le mental soit vide. Donc ça faisait quelques temps que je m'exerçais à faire ça. Et ça faisait quelques temps que, en faisant ça, je me retrouvais dans l'état de l'observateur. Donc subitement, euh, je ne pouvais plus me définir comme une personne ou un être humain, mais juste comme une conscience qui observe. Et ça me faisait beaucoup de bien parce que dans ces moments-là, j'avais plus de jugement sur le monde. En fait, dans le niveau de l'observateur, c'est le niveau non-duel, il n'y a plus de jugement. Et ce monde que je trouvais tellement atroce et qui me rendait si malheureuse, bah là, d'un coup, il n'y avait plus tous ces jugements, donc j'avais une grande paix qui arrivait. Euh, et donc ce soir-là, je me retrouve à nouveau dans ce niveau de l'observateur, mais il se passe quelque chose de plus, c'est que donc, le truc qui me vient, c'est, bon, je suis une conscience en voyage. Ça, c'est comme ça que ça se manifestait. Et puis d'un coup, il se passe que je me rends compte que tout ce qui m'entoure est aussi de la conscience. Et là, ça a connecté, et je me suis rendu compte que j'étais la conscience universelle. Donc là, c'est ce qu'on peut appeler une illumination. Le niveau de l'observateur, c'est une phase, hein, pour moi, c'est pas un éveil radical, au sens où on se reconnaît comme étant la conscience de l'univers, où il n'y a plus du tout de séparation, et il n'y a plus qu'un sentiment d'amour, inconditionnel pour tout ce qui est. Il n'y a plus aucun jugement, il n'y a plus aucune dualité. Il n'y a plus de sentiment de temps non plus, ça disparaît complètement le temps psychologique, il n'y a plus que l'instant présent. Euh, et il y a un grand éclat de rire qui est haha, on m'a fait une bonne blague depuis ma naissance. En fait, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort, ce que je suis ne disparaîtra jamais, et là de toute éternité.
ni n'a commencé, ni ne se terminera d'ailleurs. Et, euh, et donc en fait, ce personnage que j'ai cru être, c'était juste un rêve. Voilà, c'était un rêve, c'était une histoire à laquelle j'ai cru en fait. Et ce qui est réalisé aussi dans ces moments-là, c'est que en fait, le paradis est là, sous nos yeux, tout le temps. Mais on ne le voit pas parce on est pris dans l'idée qu'on est quelqu'un, on est pris dans le rêve en fait. Et sur le coup, donc ça a duré toute la soirée, cet état de béatitude et de perfection aussi, où il y avait tout qui était absolument parfait. Et je suis allée me coucher, et puis le lendemain, c'était encore là, mais il y avait, je dirais, une petite redescente, puisque je commençais à me dire que c'était pas normal que personne ne le voie. Alors que la veille, tout allait bien. Et il y a aussi quelque chose qui m'a été révélé, et je pense sincèrement que c'est ce qui a été le plus fondamental et que j'ai mis des années à intégrer. C'est j'ai su que cette vision-là, j'allais la perdre, que le rêve allait reprendre, que j'allais revenir dans l'état de conscience ordinaire où je crois être quelqu'un et que je vis une histoire personnelle. Mais ce que j'ai su, c'est que je saurais désormais qu'il n'y a jamais de drame, il n'y a que des expériences. Et c'est la seule chose que j'ai écrite d'ailleurs le lendemain. C'est ça, il faudra absolument que je me rappelle quand je serai redescendue, quand je serai revenue dans l'état ordinaire, il n'y a pas de drame, il n'y a que des expériences. Et je l'avais écrit en gros sur un papier. Et aussi, je ne mourrai pas, la mort est une illusion. Ça, c'était super important aussi de bien s'en rappeler, de ne plus avoir peur de mourir en fait. C'était drôle parce que c'était comme si j'avais peur d'oublier que quand j'allais revenir dans le personnage, je risquais d'oublier tout ça. Évidemment, je ne l'ai pas oublié, mais par contre, l'intégrer, que je vais pas, enfin, la peur de la mort, ça s'est passé complètement, il n'y a plus jamais eu ça. Par contre, il n'y a pas de drame, il n'y a que des expériences. Là, il m'a fallu jusqu'à aujourd'hui encore pour intégrer ça. Donc voilà, donc le lendemain, je planais dans cet état d'amour et d'unité, avec quand même cette tristesse qui commence à monter que si tout le monde voyait ça, mais ce serait le paradis sur Terre. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de souffrance. Et ça tenait à rien, un déclic dans la tête, un basculement de conscience, un truc de rien du tout. Et ça aurait tout changé dans le monde. Et là, j'ai commencé à me dire, ce serait bien si tout le monde pouvait réaliser ça. Et par contre, je ne voyais pas du tout comment moi j'allais pouvoir transmettre ça à ce moment-là, hein, évidemment. Je ne me suis pas dit, je vais aller en parler. D'ailleurs, le peu de personnes à qui j'en ai parlé après, ils m'ont prise pour une illuminée. C'était pas du tout le moment, je n'étais pas prête. Ou pour une illuminée, où on me disait, oh, tu t'es raconté une belle histoire pour échapper à la souffrance. Voilà, c'est ce que je pouvais entendre. Donc j'ai très vite cessé d'en parler, en fait. Et évidemment, comme je l'avais vu, le rêve a repris et je suis revenue dans l'état de conscience d'un personnage qui vit une histoire. Et je ne l'ai pas du tout bien pris. Je ne me suis pas du tout dit, c'est pas un drame, c'est juste une expérience. Je me suis dit, ça, moi, je ne veux plus. Je veux retourner dans cet état de parfaite plénitude. Parce que le personnage dans lequel je vivais à l'époque, ce personnage était en souffrance. Et il a commencé à se passer beaucoup de choses très difficiles dans ma vie personnelle, en plus affective, pendant des années, quelques années qu'on suivit. Et il s'est passé ce yo-yo que je pense que pas mal de personnes connaissent, où j'avais à nouveau des moments d'éveil. Et puis, en fait, à l'époque, je croyais que ça devait s'installer définitivement. C'était devenu, comment dire, comme c'était mon état naturel, c'est ce que je ressentais dans ces moments-là, c'était enfin la vraie vie, ça devait s'installer. Et comme ça ne s'installait pas, à chaque fois que ça partait, que ça disparaissait, parce que je le vivais comme ça, je me sentais en échec. Je pensais que j'avais fait un truc qui n'allait pas. Et en plus, comme je revenais dans un état souffrant, c'était épouvantable. C'était une grosse déprime derrière, les grosses gueules de bois des mystiques, comme on dit. Et bien, ce yo-yo-là, il a duré 13 ans, quand même. Et il y a eu plein de phases. Il y a eu des phases où j'étais obsédée complètement par ça. Je pensais plus qu'à ça. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait. C'était retrouver cet état d'éveil. Il n'y avait plus que ça qui comptait. Puis des moments où je lâchais prise, je disais, bon, allez, je vais quand même accepter de vivre une expérience humaine. Mais alors, c'était pas fait avec joie. Hein. C'était, bon, bah, il faut bien, quoi. Hein. Et, euh, et après, bon, pendant ces 13 ans, il y a eu plein de choses qui se sont développées par rapport à ça dans ma vie aussi. C'est que j'avais vu pendant cette illumination que l'essence du monde, c'est énergie-conscience. Et donc, ça m'a ouvert à la dimension énergétique de l'existence.
Donc je suis passée quand même d'un monde rationnel, sans sens, et morne et triste à mes yeux, à un monde où il y avait de la magie. Parce que déjà, je me suis initiée aux soins énergétiques, et puis des perceptions se sont ouvertes, j'ai commencé à avoir des dons médiumniques qui se sont développés, des dons de guérison. J'ai découvert que le monde était plein de synchronicité, par exemple, des tas de choses. La magie est arrivée quand même. Et des fois, je me rassurais en me disant, bon, je ne suis pas éveillée, mais j'ai changé de rêve. Voilà. Je suis passée d'un rêve mortifère à un rêve quand même vachement plus sympa. Je me réconfortais un petit peu de cette façon-là. Et, euh, et malgré tout, en 2014, j'arrive au jour où je fête cette illumination chaque année, puisque cette date est restée inscrite évidemment comme le jour de ma vraie naissance dans mon esprit. Et je me rends compte que ben, j'en suis toujours au même point. J'ai changé de rêve, d'accord, mais je suis toujours en train de rêver, je suis toujours prise dans mon histoire personnelle, que j'aime bien, je suis plus dépressive, mais j'ai quand même encore des difficultés affectives, hein, et je suis tout le temps surtout en train d'attendre quelque chose. La projection vers plus tard, ce sera mieux. Quand j'aurai ça, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça, ben ça ira mieux. Quand je serai éveillée surtout, hein. Et puis quand j'aurai un compagnon, et quand j'aurai plus d'argent, et quand j'aurai une meilleure santé, enfin tout ce que tout le monde traverse finalement, cette projection permanente vers le futur. Et je commence à être épuisée de ça. Euh, de voir que je vivais jamais l'instant, c'était tout le temps projeté vers plus tard, comme s'il allait y avoir un moment dans ma vie où enfin tout allait aller bien. Et puis je me rendais compte que mais ça n'arrive jamais ça, puisque finalement on obtient quelque chose, on veut à nouveau autre chose. Et je commençais à vraiment voir ce côté infernal de ce petit jeu avec du mental en fait. Et puis je voyais aussi que je passais mon temps à lutter contre le mental, puisque je voulais arrêter de penser. Puisque quand j'avais eu l'éveil, ça s'était passé à un moment où il y avait eu un vide mental. Donc j'en avais conclu qu'il fallait ça pour s'éveiller. Et puis les moments d'éveil que j'ai vécu après, qui étaient moins intenses, c'était aussi des moments de grand silence au niveau des pensées, même s'il y en avait, mais c'était très très calme. Donc mon obsession, c'était arrêter de penser, et évidemment, j'y arrivais pas. Et puis il y avait à un moment donné, donc là je me disais, il y a quand même quelque chose qui ne va pas là-dedans, c'est comment la pensée peut se dire à elle-même, il faut que j'arrête de penser. Je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas possible, quoi. Et puis, j'écoutais des vidéos sur Internet de nouveaux éveillés qui disaient, mais il y a personne qui pense. Ce fameux il n'y a personne. Ils commençaient à dire des choses comme ça. En fait, on n'est pas l'auteur de nos pensées. Et là, donc cette période où j'étais dans cet état d'impuissance, de capitulation, de grande lassitude, il m'est revenu ça. Il n'y a personne qui pense. Et là, j'ai commencé à regarder comment les pensées arrivent. Et je me suis rendu compte que je ne les choisissais absolument pas. Ni les pensées, ni les états d'être, ni les moments d'éveil, ni les moments de pas éveil, ni les émotions. Et il n'y avait jamais un moment où j'étais auteur de ça. Et quand j'ai vu ça, il y a eu un gros déclic. Et il y a eu pendant, je ne saurais pas dire combien de temps, euh, il n'y a plus de jeu de moi, il n'y a plus de sentiment de moi en fait. Euh, il n'y avait plus que de la conscience. Et il y avait la compréhension immédiate que ce moi-je qui croyait être un personnage avait toujours été juste la conscience qui s'était prise pour un personnage. Il n'y avait jamais eu de séparation entre l'ego et la conscience. Parce qu'avant ça, tu fais dans l'idée qu'il fallait se débarrasser de l'ego parce que c'était l'ennemi de la conscience. C'était l'opposé. Et en fait, pas du tout. C'est la conscience sous une forme. Ça a été une grande réalisation aussi. Et puis l'absurdité de la quête spirituelle est apparue, puisque finalement, dans ce moment qui est un moment d'éveil, ce qui se passe, c'est que le jeu disparaît. C'est pas un jeu qui s'éveille, c'est pas un moi, un personnage qui s'éveille, le personnage disparaît et l'éveil se produit. Donc partir depuis ce moi, je, personne pour s'éveiller, c'est impossible, c'est un non-sens. Ça reviendrait à dire, j'aime bien cette analogie, l'analogie avec le Père Noël, elle est pas mal, parce que donc quand on est enfant, on nous fait croire au Père Noël, comme on nous fait croire qu'on est quelqu'un. Et puis un jour, on apprend que le Père Noël n'existe pas, que c'était une imagination. Donc un jour, la conscience se rend compte que ce moi-je était une imagination. Mais l'absurdité de la quête, ce serait comme de vouloir que le Père Noël se rende compte qu'il n'existe pas. Vous voyez, on tombe là-dedans, en fait, dans cet ego qui veut s'éveiller, qui veut disparaître.
C'est, voilà. Donc, alors, les conséquences de ça, c'est ça a mis fin à la lutte contre le mental, ça a mis fin à la quête spirituelle. Petit à petit, pas d'un coup, il y a encore eu des petites remontées, mais en fait, cet état de désidentification complète a duré plusieurs semaines, avec des petits moments où ça revenait. Et c'est pendant ces quelques semaines que j'ai écrit le livre La joie d'être, qui était comme une canalisation de tout ce que je pouvais voir depuis cette vision non duelle, en fait. De comment était le monde, comment fonctionne la conscience, comment fonctionnent les mécanismes psychiques, comment en fait ce qu'on croit être moi est composé de plein de petits moi qui sont plein de petits mécanismes en fait qui arrivent sous forme de pensée je, et donc ça colle et on croit qu'on est ça, mais on va dire je cela et une heure après on peut dire je le contraire de ça. Donc en fait il n'y a pas un centre pensant qui serait ce moi. Les conséquences c'est du coup aussi de voir que le libre arbitre est une illusion. Donc arrêter de croire qu'on fait des choix personnels, ça c'est... Ça fait partie du rêve, mais c'est pas la réalité. Il y a des choix qui se font, puisque en fait, il y a, dans un moment où il y a apparemment un choix qui se fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a les mécanismes psychiques qui se mettent en balance, et puis à un moment donné, celui qui est le plus fort va prendre le dessus, et donc c'est ça qui va être choisi, entre guillemets, mais il n'y a pas... il y a pas eu un seul instant où on a été dans la maîtrise de ça, où on a décidé, en toute conscience, de faire ce choix. Donc ça, alors ça peut être très flippant, comme ça peut être très reposant. Pour moi, ça a été très reposant. Et alors aujourd'hui, quand il y a l'apparence d'un choix à faire, parce que ça arrive que, ah tiens, mais on dirait que là j'ai un choix à faire, je sais que je ne vais pas faire de choix, mais il y a un moment, il y a une des deux options qui va s'actualiser. Alors ce que je fais, c'est que simplement je me mets en connexion de Bon, par exemple, si je suis admettons, je prends un exemple n'importe quoi, je suis dans un restaurant et j'hésite entre deux plats. Bon, allez. J'hésite entre une salade et une pizza, par exemple. Si je regarde ce qui se passe dans la tête, il y a toutes les pensées pour la salade qui arrivent avec toutes les pensées pour la pizza, et puis ça se pose, et puis à un moment donné, mais mince, mais qu'est-ce que je fais? Vite, le serveur arrive, il faut que je choisisse. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je me visualise en train de manger. Qu'est-ce que je suis en train de manger dans cette vision? Ah, une pizza. Ah bah d'accord, donc c'est ça qui va être choisi. Donc en fait, je fais ça. Maintenant, je fais ça. Je prends pas une pizza. Bon, sauf qu'en réalité, je prends pas de pizza parce que je mange pas de gluten. C'est un mauvais exemple. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est je sais pas si c'est bien de dire ça parce que ça peut être très flippant, mais en fait, je crois bien que tout est déjà écrit. Et que cette histoire du choix, c'est un petit tour de manège que fait le mental pour se faire croire qu'il a un petit contrôle sur les choses. Et qu'en réalité, tout est déjà déterminé. Alors ça aussi, ça peut être flippant comme très reposant. Tout dépend comment on se situe face à ça. Si on croit être quelqu'un, c'est très flippant. Mais si on a si on a envie d'être libéré de ça, voir les choses comme ça peut être très reposant. Depuis l'espace de la présence, ça on va l'explorer ensemble, hein, c'est le but de cette rencontre. Il n'y a aucun problème avec le moi, comme tu le dis. C'est juste une expérience et c'est voulu. C'est pas un accident, c'est pas une erreur. Et effectivement, quand on commence à voir ça, ça réunifie cette petite division qui peut se produire dans une quête spirituelle où on lutte contre le moi, contre l'ego, comme étant... Alors, je pense qu'il est vraiment... Alors, tu vois, c'est l'inverse, mais pour les gens qui parlent depuis le moi, il est nécessaire quand même d'abord d'avoir cette désidentification, cette reconnaissance, je ne suis pas cela, pour se libérer de toute la souffrance qui est associée au fait d'avoir une histoire personnelle. Parce que c'est quand on prend les choses personnellement qu'on souffre, en fait. Mais c'est juste une phase, et à un moment donné, je pense que le processus d'éveil, alors moi il est en cours, hein, je ne sais pas où il mène après, mais il va ramener à vivre sur le plan de ce moi en toute conscience qu'on vit ça, et dans la paix profonde et dans l'amour pour cette expérience. Là, on n'est plus dans un moi qui se, comment dire, qui est souffrant parce qu'il a oublié, enfin, l'être a oublié ce qu'il est vraiment.
On est dans la conscience de ce qu'on est vraiment, en train de vivre une expérience incarnée avec l'apparence d'une personne, avec une forme qui est unique. L'ironie du sort, si on veut, c'est que l'éveil, il amène non pas, effectivement, il amène la non-souffrance, mais non pas parce que on ne souffre plus, mais parce qu'on accepte profondément qu'il puisse y avoir souffrance. Donc c'est une non-souffrance psychologique, parce qu'il n'y a plus de non à ce qui est, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus y avoir d'émotions difficiles ou de choses qui sont dures dans le ressenti, à vivre. Euh, mais c'est totalement accueilli. Et donc là, on sort de cette souffrance-là. Et c'est pas fuis, c'est pas oh, je me détache des émotions. C'est ça, c'est un peu l'erreur qu'on fait. Hein, sinon, on veut l'éveil parce que c'est un état de détachement. Je ne ressens plus rien, tout va bien. C'est pas à ça que ça mène l'éveil. Ça amène à ressentir profondément les choses, au contraire, dans un état de total accueil et d'amour pour ce qui est là. Quand il y a l'amour, il n'y a plus la souffrance, en fin de compte. Je pense que l'éveil, ça tombe dessus ou pas, finalement. Il y a peut-être des choses qui peuvent générer ça, qui peuvent permettre qu'à un moment ça va tomber dessus, mais ça peut aussi ne jamais. Il y en a qui pratiquent 50 ans de leur vie, ça leur tombe pas dessus. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de... C'est pas du tout dans le domaine du contrôle, qui que ce soit puisse générer un éveil. Par contre, ben, à défaut d'être éveillé, on peut au moins être en paix, parce qu'on aura goûté cette dimension, même si elle ne s'installe pas de façon définitive. On la goûte et on reconnaît. Et ça, c'est vraiment important quand il y a une émotion difficile, par exemple, c'est oh, ok, là j'accueille, ça me traverse. Qu'est-ce qu'accueille? Qu'est-ce qui est en train de se laisser traverser? Ah, ok, retournement de la conscience vers la conscience. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est affecté par cette émotion? Non, ça accueille et c'est en paix. Et là, ça se dépose. Et de cette façon-là, on peut aborder toutes les situations de la vie, quoi.